Tout avait été organisé pour empêcher ce retour. L'union de la gauche, l'affichage au secours la droite revient et surtout le mode de scrutin proportionnel. Face à cette déferlante, François Mitterrand appelle Jacques Chirac au poste de Premier ministre. La première cohabitation de la Ve République a commencé. Un cas loin d'être isolé. Dans le monde, le libéralisme monte en puissance. Margaret Thatcher et Ronald Reagan arrivent au pouvoir dans les pays anglo-saxons. La droite française est pourtant loin d'être unie. Jacques Chirac, figure emblématique de cette cohabitation, est obligé de composer avec des jeunes parlementaires, Philippe Séguin, François Fillon, Alain Madelin, qui se sont unis après la victoire de la gauche en 1981. Ils entendent participer au gouvernement sans pour autant adopter la même vision que le Premier ministre. C'est le mouvement des rénovateurs qui donnera l'illusion d'une unité, et ce, malgré l'affrontement entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Par la suite, l'échec de Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 1988 semble donner un nouvel élan à la gauche. Ce renouveau est de courte durée. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 influence la vie politique dans le monde entier et spécialement en Europe. Il faut attendre 1995 pour que Jacques Chirac accède à l'Élysée. Cet homme caméléon a été proche des communistes dans sa jeunesse, s'est senti néo-gaulliste après son passage à l'ENA, a milité pour l'Algérie française pendant son séjour à Alger et s'est assagi en collaborant avec Georges Pompidou. Son opposition à Jacques Chaban-Delmas le place en quarantaine pendant quelque temps. Il réussit à rebondir en conservant la présidence du RPR et la mairie de Paris. En arrivant au pouvoir en 1995, ce n'est pas le gaullisme qu'il représente, mais une droite de laquelle les barons du Général sont exclus. Chapitre 11. Les intellectuels menacés par la culture médiatique. En 1996, un an après son élection, Jacques Chirac décide de transférer au Panthéon la dépouille d'André Malraux, mort en 1976. Pour certains, il est scandaleux de rendre cet hommage à un homme dont les sympathies communistes sont bien connues. Pour d'autres, cette reconnaissance illustre la mort des intellectuels. Une fois au Panthéon, la mémoire est figée. Cette disparition des intellectuels, Bernard-Henri Lévy l'a annoncé dès 1987, en mettant en lumière la perte d'influence de la gauche dans le milieu culturel. La montée en puissance de la culture médiatique, favorisée par la télévision et la radio, est illustrée par l'exemple d'Yves Montand. Ce chanteur populaire dont les sympathies communistes s'effritent au fil des années se place au premier plan de la scène politique, avec des prises de position sur les grands sujets mondiaux. Une rumeur lui prête même des ambitions présidentielles. Le règne de la pensée imprimée se termine, entraînant les écrivains et les philosophes dans son sillage. L'écrit qui a régné depuis le début du siècle n'a plus le monopole. Robert Brasillach avait été condamné à mort à la Libération uniquement en raison de ses écrits collaborationnistes. L'opinion publique s'en défie à cause des outrances d'écrivains comme Sartre, qui en quelques mois reviennent sur leurs mots et réfutent les idées qu'ils prônaient. Malgré tout, les intellectuels français ont un sursaut en 1997. Lorsque la loi Debré sur l'immigration, qui prévoit qu'un étranger ne peut entrer en France que s'il possède un certificat de résidence, est mise en place. Un groupe de cinéastes alerte les Français sur ce déni d'humanisme. La contestation des retraites et la sécurité sociale avaient déjà réanimé la gauche en 1995. Les élections de 1997 confirment ce phénomène en révélant aussi la puissance du Front National qui atteint 15% et met le sujet de l'immigration à l'ordre du jour. C'est la preuve que la bataille contre les médias est perdue d'avance. Puis, en cette fin de XXe siècle et début de XXIe, l'information change d'échelle. L'évolution du téléphone, de la télévision et de la radio donne naissance à une culture monde, favorisée par la simultanéité des informations. Ainsi, l'attentat du 11 septembre 2001 est vécu en direct par le monde entier, alors que l'attentat contre Kennedy en 1963 met 48 heures à être relaté dans la presse. Reste une question très importante concernant cette généralisation de l'information. Est-il possible de tout montrer ? La photo qui a fait le tour du monde de l'enfant colombien, enlisé par une coulée de boue, relève-t-elle du voyeurisme ou est-elle une façon de rendre hommage à son courage ? La question n'est pas réglée et chacun conserve son opinion sur le sujet.
C'est la bataille du logo, discours construit et du pathos, émotion intense et collective. Chapitre 12. La mutation du paysage politique et social. Le 21 avril 2002, c'est le choc. Le FN passe au second tour de l'élection présidentielle. L'extrême droite existe en France depuis la fin du XIXe siècle, mais, à part pendant la période de Vichy, elle n'avait jamais atteint les marches du pouvoir. Il est arrivé que dans les années 1950, le mouvement Poujade réussisse à envoyer 50 députés à l'Assemblée nationale, mais ce succès a été éphémère. Jean-Marie Le Pen s'appuie depuis les années 1980 sur la crise économique qui fait croître le chômage, sur l'immigration venue d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Il valorise le sentiment nationaliste pour contrer la construction européenne. Son parti gagne en popularité mais n'atteint toutefois pas le pouvoir. Aujourd'hui, l'extrême droite reste puissante et se fond dans les mouvements populistes européens qui prolifèrent. On peut y voir le fait que la politique française est tributaire de la politique mondiale et que la France ne peut rester seule dans aucun domaine. Une autre mutation du début du XXIe siècle est la transformation des baby-boomers en papy-boomers. Les Français, nés juste après la guerre, ont profité des 30 glorieuses. Ils ont cultivé pour certains un hédonisme facilité par le boom économique. La crise pétrolière les accueillit par surprise et leur situation maintenant qu'ils sont à la retraite est loin d'être aussi facile que l'opinion publique le clame. Beaucoup n'ont pas fait de longues études, l'emploi étant abondant à l'époque, et le montant de leur retraite actuelle les oblige à être vigilants. Un grand nombre doivent aussi assister la génération précédente ainsi que la suivante. Ils ont bénéficié des 4 P. Paix, prospérité, plein emploi, progrès, mais ont subi l'érosion économique de plein fouet. Chapitre 13. Nicolas Sarkozy, victime de la crise. François Hollande, victime de son électorat. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République avec 53% des voix et peu d'abstention, 16%. En dehors de l'âge du président, 52 ans, c'est une cassure générationnelle qui caractérise cette élection. Les hommes politiques qui arrivent au pouvoir avec lui n'ont pour la plupart pas participé à la création de la Ve République. De plus, si Jacques Chirac avait déjà écarté les barons gaullistes, Nicolas Sarkozy évince les plus anciens baby-boomers. Son quinquennat est marqué dès 2008 par la crise financière mondiale qui brise l'élan réformiste, la rupture promise pendant sa campagne électorale et qui devait être mise en place par François Fillon. De plus, la durée du mandat présidentiel, 5 ans, ne facilite pas les projets à long terme. Ces 2 facteurs ont limité la marge de manœuvre du président et contribué à sa défaite en 2012. L'opinion publique, peu encline à cette analyse, attribue toutes les difficultés de la France à la politique de Nicolas Sarkozy et le sanctionne au profit de François Hollande. La mésentente larvée avec François Fillon accentue cet anti-sarkozysme qui le mène à la défaite. Une mauvaise entente qui permet à François Fillon de se présenter comme le recours pour 2017 sans avoir que des affaires extérieures vont ruiner ses ambitions. Il est à noter que la durée du mandat présidentiel, calquée sur le mandat législatif, met sur le devant de la scène le rôle du Premier ministre qui devient le chef de la majorité. À sa suite, François Hollande, élu en 2012, n'a pas su profiter de la vague socialiste qui a envahi l'Assemblée nationale. Durant son quinquennat, il se met en porte-à-faux avec son électorat, en prônant une politique libérale et en rejetant l'héritage de mai 68. Succédant à Nicolas Sarkozy, il aurait dû se mettre en adéquation avec les évolutions socio-culturelles de la société. De plus, il a ignoré une partie de la France en imposant le mariage pour tous. Les affrontements ont pris une telle ampleur que même au sein du PS, des failles se sont dévoilées. Ce sont des fractures qui le mènent à la défaite de 2017. Un autre handicap majeur pour François Hollande a été la situation de guerre dans le pays, avec les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan notamment. Même si sa prise en main de la situation est reconnue, l'état de choc dans lequel se trouvaient les Français ne lui a pas permis d'aller au bout de ce qu'il souhaitait. En conséquence, c'est avec le soutien d'un PS affaibli que Benoît Hamon est choisi pour représenter les socialistes en 2017. Là encore, c'est une nouvelle génération qui émerge. Chapitre 14. La course à la présidence d'Emmanuel Macron.
Pour Emmanuel Macron, la campagne présidentielle a été faite au pas de course. Il est déclaré candidat le 26 novembre 2016 à son premier grand meeting, le 10 décembre, et voit le reste de la campagne se dérouler à toute vitesse. Il semble vouloir être présent partout, tout le temps. Son élection a été facilitée par la renonciation de François Hollande et les affaires qui portent atteinte à la candidature de François Fillon. Au-delà de l'élection d'un jeune président, c'est une nouvelle génération qui arrive aux commandes de l'État. Exit les baby-boomers, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Laurent Fabius. La France est en voie de rajeunissement et le monde d'avant est contesté par l'opinion publique. Les Français se défient de ceux qui ont vécu dans le labyrinthe de la politique et veulent effacer les traces des précédents. Conclusion. Il est difficile d'analyser déjà les transformations qu'Emmanuel Macron souhaite pour la France, mais il est possible de rapprocher 2017 de 1958. Cette année-là, le changement de régime présidentiel apparaît comme le garant de la modernisation de la France et de l'amélioration de la vie des Français. Les débuts de la Ve République ont été aidés par la situation économique florissante et les problèmes liés à la décolonisation n'ont pas empêché l'expansion. Aujourd'hui, le renouvellement des personnalités politiques doit permettre de redéfinir la République et de reconstruire le socle sur lequel l'avenir de la France va pouvoir s'appuyer. Un personnage caractéristique de cette période 1962-2017 est Johnny Hallyday. Même en ayant vieilli, il reste le symbole de cette jeunesse qui a secoué la France de la Quatrième République. Il était plus qu'un battleur, il était l'homme qui a survécu à toute cette période. Ce qu'il faut retenir de ce couple. La France monde doit devenir la France dans le monde. La France des 4 P. Mai 68, le rêve évolution. Charles de Gaulle, l'homme des guerres. Georges Pompidou, modernité et conservatisme. Valéry Giscard d'Estaing et la mutacrise. Une nouvelle vision du monde et de la France. La France tranquille de François Mitterrand ou l'art d'accommoder les contraires. La rigueur et le retour à la réalité. 1986 et le retour des droites. Les intellectuels menacés par la culture médiatique. La mutation du paysage politique et social. Nicolas Sarkozy, victime de la crise, François Hollande, victime de son électorat. La course à la présidence d'Emmanuel Macron.